Cette vidéo est consacrée à la préparation budgétaire dans les collectivités locales. Elle s'inscrit dans un parcours complet destiné à vous permettre d'avoir une vision globale des finances, du budget et de la comptabilité dans les collectivités locales, soit pour préparer un concours, soit pour mieux assumer des missions de service public, ou également pour mieux comprendre en tant que citoyen le fonctionnement de votre collectivité. La première vidéo est consacrée aux principes budgétaires. La deuxième, à la structure budgétaire. La troisième, à la préparation budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. Et enfin, la cinquième, au contrôle budgétaire pesant sur les collectivités. Pour examiner les procédures de préparation budgétaire, nous allons passer par 3 étapes principales. D'abord, voir quel est le calendrier budgétaire, quelles sont les différentes étapes, les différentes phases qui permettent de construire un budget, du début du lancement de la procédure jusqu'à son adoption par l'Assemblée délibérante et au-delà sa transmission au préfet dans le cadre des contrôles qu'il devra effectuer. Au cours de ce calendrier budgétaire vont intervenir plusieurs acteurs que nous allons détailler dans une deuxième partie. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons quelles sont les méthodes d'élaboration du budget, en sachant qu'élaborer un budget dans une collectivité, c'est un peu faire un puzzle avec des éléments qui sont connus, des éléments qui sont inconnus et pour lesquels nous allons faire des hypothèses, et puis des éléments sur lesquels la collectivité a totalement la main, et enfin des éléments qui permettent d'aboutir à l'équilibre budgétaire. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo consacrée aux documents budgétaires, chaque fois que l'on entend le terme budget, il faut bien comprendre que l'on va évoquer la prévision budgétaire. 3 types de documents de prévision budgétaire, le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives. Le budget primitif, avant d'être voté, doit avoir fait l'objet dans l'Assemblée délibérante d'un débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir dans les 2 mois avant. Le débat d'orientation budgétaire se tient dans l'Assemblée délibérante. Il ne peut intervenir plus de 2 mois avant le vote du budget et il ne peut pas intervenir au cours de la même séance du conseil municipal. Une fois que le débat d'orientation budgétaire a été voté, à une prochaine séance du conseil municipal, dans un délai de 2 mois, on va examiner le vote du budget primitif qui ne doit pas intervenir après le 15 avril. Les années de renouvellement électoraux, les années de renouvellement des assemblées délibérantes, en 2020 par exemple pour les communes et intercommunalités, la date de vote du budget primitif est reportée au 30 avril. En 2020, compte tenu de la situation sanitaire spécifique, les ordonnances prises par l'État ont autorisé les collectivités à disposer d'un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet pour voter le budget primitif. De la même manière que pour voter son budget primitif, la collectivité a besoin de disposer d'un certain nombre d'informations de la part de l'État, des informations fiscales sur le montant des bases fiscales, mais des informations sur les dotations de l'État. Et donc l'État doit transmettre ces différents éléments avant le 1er avril. Si l'État est en retard pour transmettre ces éléments, la collectivité, elle dispose d'un délai supplémentaire pour voter son budget. Et donc si l'État transmet ces éléments nécessaires le 10 avril, la collectivité dispose de 15 jours supplémentaires jusqu'au 25 avril pour voter son budget. Les décisions modificatives interviennent à n'importe quel moment dans l'année jusqu'au 21 janvier de l'année N+1. On en a déjà parlé. Les décisions modificatives permettent de faire un transfert de chapitre à chapitre. Tant qu'on est à l'intérieur d'un chapitre, le maire, l'exécutif, peut procéder à autant de transferts entre articles qu'il veut. En revanche, comme le budget est voté par l'Assemblée délibérante par chapitre, le maire n'a pas le droit de dépenser plus que le montant d'un chapitre.
Si le maire souhaite faire un transfert d'un chapitre vers un autre chapitre, il n'est pas compétent pour le faire, il est obligé de proposer à son assemblée délibérante une décision modificative et c'est par le vote de l'assemblée délibérante que le transfert de chapitre à chapitre s'effectue dans le cadre d'une décision modificative. Le budget supplémentaire, il n'y a pas non plus de date impérative pour voter le budget supplémentaire. Le budget supplémentaire intervient après le vote du compte administratif parce que le budget supplémentaire a justement pour objectif de réintégrer les résultats antérieurs. En d'autres termes, on vote le budget primitif en avril, on vote le compte administratif en juin. Le compte administratif permet de dégager des résultats comptables et ces résultats comptables sont réintégrés dans une décision modificative que l'on peut voter en juin, en septembre ou un peu plus tard dans l'année. Il n'y a pas de délai imposé. Dans les petites collectivités qui votent leur compte administratif avant leur budget primitif, c'est le budget primitif qui incorpore les résultats comptables. Dans ce cadre, si les résultats comptables sont réintégrés dès le budget primitif, il n'est pas besoin de faire un budget supplémentaire. Donc les collectivités n'ont pas obligation de faire un budget supplémentaire si elles ont voté le compte administratif ou repris leurs excédents avant dans leur budget primitif. Le diagramme suivant permet de préciser l'articulation des différentes phases du calendrier budgétaire et l'articulation notamment entre prévision et réalisation budgétaire. Tout commence dans l'année N-1, en avril N-1, avec le budget primitif N-1. En juin de l'année N-1, après le vote du compte administratif N-2, la collectivité va voter le budget supplémentaire N-1. En décembre N-1, la collectivité arrêtera d'exécuter le fonctionnement, l'investissement, et en janvier N-1, elle arrêtera d'exécuter le fonctionnement. Durant le mois de janvier N-1, si elle en a besoin, ce n'est pas une obligation, la collectivité peut voter une décision modificative du budget N-1 en janvier de l'année N. En avril de l'année N, la collectivité, l'assemblée délibérante, va voter le budget primitif de l'année N. Au mois de juin de l'année N, la collectivité va voter le compte administratif et le compte de gestion N-1. Une fois que ce compte administratif et ce compte de gestion N-1 sont votés, les résultats comptables N-1 sont déterminés et ils vont pouvoir être repris à partir du mois de juin dans le budget supplémentaire de l'année N. Et ensuite, on recommence le cycle. En fin décembre de l'année N, on arrête d'exécuter l'investissement. Courant janvier N+1, la collectivité peut modifier par une décision modificative son budget de l'année N, et fin janvier, elle arrête d'exécuter le fonctionnement. Au mois de juin de l'année N+1, on vote le compte administratif et le compte de gestion de l'année N, que l'on reprend dans le budget supplémentaire de l'année N+1, qui vient modifier le budget primitif qui a été adopté en avril. Et d'une année sur l'autre, on reprend le même cycle. Après avoir vu le calendrier budgétaire, les différentes phases, les différentes étapes et l'articulation entre les différentes étapes, il peut sembler important de voir quels sont les acteurs de la préparation budgétaire avec 3 types d'acteurs. Et on verra dans la diapositive suivante comment ces acteurs interagissent dans les différentes étapes. En tout cas, 3 catégories d'acteurs. Les acteurs politiques, avec le maire, l'exécutif de la collectivité, l'ordonnateur. Ensuite, l'adjoint aux finances, qui bien sûr, dans la préparation budgétaire, va avoir une partie prépondérante. Ensuite, les autres adjoints, qui, en tant que responsables sectoriels, vont aussi être partie prenante à la démarche de prévision budgétaire. Ensuite, éventuellement, d'autres membres de l'exécutif qui ne sont pas adjoints ou vice-présidents. Ensuite, des élus de la commission des finances, au sein de laquelle peuvent siéger à la fois des élus
du groupe majoritaire, mais aussi des élus minoritaires. Et enfin, l'ensemble du conseil municipal, l'ensemble de l'assemblée délibérante qui va voter les documents budgétaires. Bien sûr, le budget est préparé en interne par des acteurs administratifs. L'acteur administratif le plus important étant le directeur général des services qui assure une coordination générale entre les différents services de la collectivité. La direction générale adjointe des services, la direction des finances, bien sûr, qui a une part prépondérante, et puis les directions opérationnelles qui vont formuler des besoins budgétaires. Mais nous avons aussi des acteurs administratifs externes, par exemple la préfecture, la direction générale des finances publiques, les chambres régionales des comptes, qui vont intervenir notamment dans le cadre du contrôle budgétaire, comme nous le verrons dans la dernière vidéo. Cette diapo nous permet de voir dans le temps comment interagissent les différents acteurs de la préparation budgétaire. Selon les collectivités, cette procédure de préparation budgétaire peut être plus ou moins détaillée, plus ou moins complexe. J'ai essayé de la résumer de la façon la plus complète, mais aussi la plus simple possible. En général, tout part d'une note de cadrage que le maire ou que le directeur général des services va envoyer à tous les services dépensiers. Cette note de cadrage rappelle la procédure du budget, les calendriers, mais aussi les contraintes budgétaires. Les services reçoivent la note de cadrage et formulent des demandes budgétaires. Ces demandes budgétaires sont transmises à la direction des finances qui va consolider l'ensemble des demandes. En général, il peut être organisé des réunions de soutenance budgétaire où les services dépensiers vont justifier la demande de crédit qu'ils ont fait. À l'issue, la direction des finances va faire une première esquisse budgétaire et va essayer de trouver les premiers équilibres du budget. Bien évidemment, souvent, cette première esquisse budgétaire est présentée aux maires, aux adjoints et nécessite des arbitrages budgétaires. Souvent, la première esquisse budgétaire est déséquilibrée. La première esquisse budgétaire n'est pas compatible avec les maintiens durables des équilibres financiers de la collectivité, ce qui implique des réunions d'arbitrage. Les arbitrages peuvent être faits selon la culture de la collectivité, la culture politique, le type de gouvernance qui a été mis en place. Les arbitrages peuvent être faits soit par le maire seul, soit par le maire et par son adjoint aux finances, soit par l'ensemble de la municipalité. Une fois que les arbitrages sont rendus, la direction des finances aboutit à une deuxième esquisse budgétaire qui est plus équilibrée, qui est plus admissible. Sur la base de cette esquisse budgétaire arbitrée, la direction des finances prépare le débat d'orientation budgétaire. Le rapport sur les orientations budgétaires est présenté en commission des finances et le débat d'orientation budgétaire se tient en conseil municipal sur la base du rapport d'orientation budgétaire. Une fois que le rapport d'orientation budgétaire a été, le débat d'orientation budgétaire s'est tenu, la direction des finances prépare le budget qu'elle présente à la commission des finances avant que le vote du budget primitif en conseil municipal puisse intervenir. Une fois examinés les acteurs budgétaires, il paraît intéressant de se consacrer aux méthodes d'élaboration budgétaire. Il s'agit d'abord de positionner les principales dépenses et les principales recettes, en commençant d'abord par la section de fonctionnement et ensuite par la section
d'investissement. Élaborer un budget, c'est un peu faire un puzzle, assembler les pièces éparses d'un puzzle. On va commencer à mettre dans le budget, d'abord, les dépenses et les recettes que l'on connaît de façon certaine. Et puis, ce sont les dépenses et les recettes qui sont en vert, de façon qu'on connaît de façon certaine. Et puis, il y a les dépenses et les recettes que l'on ne connaît pas avec précision et pour lesquelles il sera nécessaire de faire des simulations, de prendre des hypothèses. Ce sont les dépenses en rouge qui sont à évaluer. Il y a un certain nombre de dépenses et de recettes qui sont maîtrisées par la collectivité. La collectivité, elle arrête le niveau de dépenses et de recettes qu'elle souhaite. Et enfin, il y a en jaune des dépenses et des recettes qui sont là pour assurer l'équilibre des deux sections. Nous allons voir dans la diapo suivante, à la fois pour le fonctionnement et pour l'investissement, en gardant le code couleur, quelles sont dans la structure budgétaire du budget de la collectivité les dépenses et les recettes qui sont certaines en vert, les dépenses et les recettes qui sont évaluées en rouge, les dépenses et les recettes qui sont maîtrisées en bleu, et les dépenses et les recettes qui servent à l'équilibre. Nous retrouvons dans cette diapositive la structure budgétaire de la section de fonctionnement. À droite, les recettes, à gauche, les dépenses. Et j'ai repris les codes couleurs dont on a parlé tout à l'heure. En vert, notamment pour les impôts, mais aussi pour les dotations de l'État, vous allez avoir des recettes certaines, parce que lorsque la collectivité fait son budget en mars, fin mars ou début avril, elle dispose de la notification des éléments par les services de l'État. Nous allons avoir en rouge les dépenses et les recettes sur lesquelles la collectivité doit faire des estimations. La collectivité, elle va devoir estimer les recettes tarifaires, tout à fait en bas, en rouge. Les recettes tarifaires vont dépendre du nombre de personnes qui vont fréquenter les services publics, combien d'enfants dans les crèches, combien d'enfants au centre de loisirs, combien de personnes vont rentrer à la piscine. Il va falloir faire des hypothèses. Pour les dépenses de personnel, il va falloir faire des hypothèses. Je connais mon stock de personnel d'aujourd'hui, mon volume d'agents d'aujourd'hui. Est-ce que l'année prochaine, je vais avoir des départs à la retraite? Est-ce que l'année prochaine, je vais avoir des remplacements de départ à la retraite? Est-ce que l'année prochaine, je vais avoir des recrutements supplémentaires? Est-ce que l'année prochaine, l'État va augmenter les cotisations sociales? Tous ces paramètres-là sont inconnus. C'est la raison pour laquelle il va falloir faire des simulations et c'est la raison pour laquelle la dépense est en rouge. De la même façon, je vais faire une estimation pour les charges à caractère général. Combien je paierai d'eau? Combien je paierai d'électricité? Combien je commanderai de ramettes de papier? Combien je commanderai de fournitures alimentaires pour mes cantines scolaires? Je vais être obligé de faire des hypothèses. C'est en rouge. En revanche, le montant des subventions, ou en tout cas certaines subventions, sont des dépenses pour lesquelles la collectivité va fixer librement le niveau de la dépense. C'est pour ça que j'ai utilisé le code couleur bleu. Si j'ai envie d'être généreux et de verser beaucoup de subventions aux associations, eh bien j'ai une grosse dépense de subvention. Si j'ai envie d'être moins généreux, j'aurai une dépense qui sera plus petite. Et enfin, une fois que j'ai mis toutes mes dépenses connues ou estimées, toutes les dépenses et les recettes que je maîtrise, il me reste l'autofinancement brut en jaune qui est la variable d'ajustement. Si j'ai maîtrisé mes dépenses, ben j'ai un bon niveau d'autofinancement brut. Si mes dépenses, je les ai laissées dériver, si j'ai été trop généreux, mon autofinancement brut va fondre. L'autofinancement brut, c'est en quelque sorte la variable d'ajustement, la différence entre les recettes et les dépenses. Et nous verrons que cette variable d'ajustement, qui est une dépense de fonctionnement, c'est aussi une recette d'investissement que nous allons voir dans la prochaine diapositive. À l'issue de la procédure précédente, nous avons abouti à l'équilibre de la section de fonctionnement.
Et pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement, nous avions un certain niveau d'épargne brute. Le niveau d'épargne brute que nous avions en section de fonctionnement, dépenses de fonctionnement, nous le reportons en recettes d'investissement. Et puis, pour les recettes d'investissement, je dois estimer, en rouge, quelles sont les subventions dont je peux bénéficier. Parmi les subventions dont je peux bénéficier, il y a une subvention que je connais avec certitude, c'est le FCTVA, puisque le FCTVA d'une année, le fonds de compensation de TVA d'une année, correspond aux investissements réalisés 2 ans avant. Et en revanche, les subventions d'investissement que je peux obtenir de mes partenaires, le département, la région, l'Europe, l'intercommunalité, va dépendre de la générosité de ses partenaires. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. En face, la collectivité, elle fixe librement le niveau des dépenses d'investissement qu'elle le souhaite. Et donc, la collectivité positionne son épargne brute, qui va dépendre de ce qu'on a vu tout à l'heure en fonctionnement. Elle va estimer ses recettes de subvention. Elle va fixer le niveau de ses dépenses d'investissement et le delta, le montant restant, sera l'emprunt. Le montant de l'emprunt à inscrire dépendra de la différence entre les recettes de fonctionnement d'investissement et les dépenses d'investissement. Donc, en fonctionnement, la variable d'ajustement, c'est l'épargne brute. En investissement, la variable d'ajustement, c'est l'emprunt. Et une fois que j'ai positionné l'emprunt pour assurer l'équilibre financier de la section d'investissement, je me pose la question, est-ce que cet emprunt va nuire à l'équilibre financier futur de ma collectivité? Est-ce que cet emprunt est réaliste? Est-ce que cet emprunt est raisonnable? En effet, l'emprunt d'une année, l'emprunt mobilisé une année en recettes d'investissement, devra faire l'objet les années suivantes de remboursement de frais financiers en fonctionnement et de remboursement de capital de la dette en investissement. Si j'emprunte beaucoup une année, les années suivantes, mes frais financiers vont augmenter. Si les années suivantes, mes frais financiers augmentent, ça diminuera mes capacités d'épargne brute. Si mes capacités d'épargne brute diminuent et si corrélativement mon remboursement du capital de la dette, qui est une recette, une dépense d'investissement, augmente, à un moment donné, mon autofinancement brut ne sera pas suffisant pour financer mon remboursement du capital de la dette et je ne pourrai plus assurer l'équilibre financier de ma collectivité. C'est la raison pour laquelle, quand on inscrit un emprunt en recette d'investissement, il faut se projeter dans le futur et se vérifier que dans le futur, la capacité d'épargne de la collectivité sera suffisante pour rembourser les frais financiers, sera suffisante pour rembourser le capital de la dette. Et si ce n'est pas le cas, il faut impérativement réduire l'emprunt. Si on réduit l'emprunt, il faut soit qu'on diminue les dépenses d'investissement, soit que l'on augmente l'autofinancement brut. Et pour augmenter l'autofinancement brut, il y a encore 2 paramètres. Je peux diminuer mes dépenses de fonctionnement ou je peux augmenter mes recettes de fonctionnement. Et pour augmenter mes recettes de fonctionnement, il y a 2 paramètres. Soit j'augmente les impôts, soit j'augmente les tarifs. Après avoir vu quelles sont les différentes étapes budgétaires, après avoir vu quels sont les différents acteurs de la procédure budgétaire, une fois que l'on a vu quelles sont les différentes méthodes d'élaboration du budget, un peu comme un puzzle, il faut se poser la question de comment on fait, quelle méthode on se donne pour estimer les dépenses et les recettes. C'est les fameuses dépenses et recettes qui étaient en rouge. Comment est-ce qu'on peut les évaluer de façon les plus sincère possible, de façon les plus rationnelle possible? Les collectivités ont à leur disposition 2 méthodes. La méthode des services votés. Lorsque je fais ma prévision budgétaire de l'année N, je me pose la question, quelles sont les dépenses que j'ai réalisées en N-1? Parmi ces dépenses réalisées en N-1, est-ce qu'il y avait des dépenses exceptionnelles
auquel cas j'enlève les dépenses exceptionnelles de l'année dernière et je me pose la question de quelles sont les actions nouvelles que je vais rajouter. En d'autres termes, la méthode des services votés se base sur les réalisations de l'année dernière. J'enlève des réalisations de l'année dernière les éléments exceptionnels et je rajoute à ces réalisations de l'année dernière les nouvelles actions que je veux programmer cette année. Cette méthode de prévision budgétaire est plutôt adaptée pour les services qui ont des charges fixes. Une autre méthode peut être utilisée et de plus en plus utilisée par les collectivités, c'est le principe d'un budget base zéro, où pour élaborer mon budget de l'année N, je repars d'une page blanche et je me pose la question, quels sont mes objectifs pour cette année N? Et pour atteindre ces objectifs, quelles sont les ressources financières, les ressources budgétaires que j'ai besoin de mobiliser? Et donc, dans le budget base zéro, on va repartir d'une feuille blanche, on va s'interroger sur le niveau de service attendu et on va voir quels sont les moyens optimisés pour atteindre ce niveau de service. Cette méthode de budget base zéro est plutôt adaptée pour les services qui intègrent beaucoup de charges variables. En réalité, lorsqu'une collectivité fait un budget, elle va mixer les deux logiques, les deux méthodes d'évaluation des dépenses et recettes futures. Quels sont les principaux éléments essentiels à retenir de cette séquence consacrée à la prévision budgétaire? D'abord, se souvenir qu'il y a tout au long de l'année plusieurs étapes budgétaires, plusieurs documents budgétaires, le budget primitif au début de l'année qui doit être voté avant le 15 avril, le 30 avril, les années de renouvellement des assemblées délibérantes, qu'il y a un budget supplémentaire qui peut être voté à n'importe quel moment dans l'année, mais qui intervient forcément après le vote du code administratif. Et puis, il y a aussi des décisions modificatives qui permettent de faire des transferts entre chapitres. Et les décisions modificatives sont votées par l'Assemblée délibérante à n'importe quel moment dans l'année jusqu'au 21 janvier de l'année N+1. Au cours de ces démarches de prévision budgétaire, de préparation budgétaire, interviennent plusieurs acteurs, des acteurs politiques, des acteurs administratifs internes à la collectivité et des administratifs externes à la collectivité, tels que la préfecture qui notifie à l'État, qui notifie à la collectivité les dotations de l'État, tels que la DGFiP, qui notifie à la collectivité des éléments fiscaux par l'intermédiaire de la préfecture. La DGFiP, le comptable public dans les petites communes, peut aussi apporter son conseil au maire et au secrétaire de mairie pour l'aider à organiser le budget. Et puis, la Chambre régionale des comptes, qui va intervenir à la demande de la préfecture dans le cadre du contrôle budgétaire. On a vu que faire un budget, c'était passer par plusieurs étapes qui allaient mobiliser plusieurs acteurs. On a vu que faire un budget, c'est un peu comme faire un puzzle. On met les pièces qu'on connaît. Et puis pour les pièces qu'on ne connaît pas, on fait des estimations. On essaye de faire en sorte que ces estimations soient les plus objectifs possibles. On essaye de faire en sorte que ces estimations de dépenses et de recettes soient les plus sincères possibles. Vous vous souvenez que la sincérité fait partie de la règle de l'équilibre réel. Mais nous en avons donc fini avec la prévision budgétaire. D'autres ressources sont à votre disposition pour compléter ces informations. Une carte mentale vous permet d'illustrer en une page les principales informations à retenir. Vous pouvez également lire l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la préparation budgétaire en lisant le résumé de 2 pages, d'une ou 2 pages. Vous pouvez décider de lire le document plus complet d'une dizaine de pages sur la prévision budgétaire. Vous pouvez décider de compléter vos connaissances en lisant le lexique ou enfin en vous reportant aux liens complémentaires
qui vous permettront d'accéder à d'autres ressources proposées par d'autres sites Internet. Je vous propose de nous retrouver maintenant pour une autre vidéo qui va concerner l'exécution budgétaire. Si vous avez des besoins de compléments d'information, n'hésitez pas à nous solliciter en nous adressant un courriel. De la même manière, Finances Territoriales a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue et elles peuvent donc se réaliser à des tarifs optimisés, soit en distance, soit à la fois en distance et en présentiel. Nous sommes également en capacité de vous proposer des formations à distance, en présentiel ou mixte, dans tous les domaines de la gestion publique et du management. Finances, marchés publics, intercommunalité, ressources humaines. N'hésitez pas systématiquement à nous solliciter lorsque vous avez des besoins spécifiques.